Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici les titres. Comment faire pleinement participer l'Afrique à la 4e révolution industrielle? Plusieurs chefs d'État étaient mobilisés ce lundi autour de la question. Professeur Alpha Condé a porté le message de la Guinée à la rencontre, à suivre dès le début du journal. Code général des impôts, un nouveau texte est en train d'être examiné à Conakry. L'objectif pour les autorités est de consolider et de rendre le climat des affaires plus attractif en Guinée. Et enfin, plus de 100 femmes bénéficient d'un programme présidentiel d'autonomisation. Elles sont de Dubreka. Elles viennent d'être formées dans plusieurs secteurs d'activité. Les autorités entendent ainsi briser la chaîne de précarité au sein de la couche féminine. Voilà pour le sommaire. Vous êtes les bienvenus dans ce journal que nous ouvrons par ce message de félicitations du président de l'Union des Comores au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président et très chers frères, alors que la Cour constitutionnelle vient de procéder à la proclamation officielle des résultats définitifs du scrutin présidentiel du 10 octobre 2020 et de confirmer votre réélection à la magistrature suprême de votre pays frère, il m'est fort agréable de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple comorien et à mon nom personnel nos vives et chaleureuses félicitations ainsi que nos meilleurs vœux de réussite dans la noble mission que vous a confiée à nouveau le peuple frère de la République de Guinée. Je salue ainsi votre éclatante victoire qui couronne l'action que vous menez depuis des années pour la reconstruction politique, économique et sociale de votre pays. Je souhaite que votre nouveau mandat soit propice à l'unité et la concorde nationale, à la paix, à la sécurité et au développement durable de la République de Guinée et au bien-être de son peuple. Je saisis cette heureuse opportunité pour saluer la qualité des relations anciennes et solides d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et nos deux peuples frères. Je me réjouis de la perspective de continuer à œuvrer de concert avec votre Excellence en vue de les consolider davantage. En vous renouvelant mes félicitations et mes vœux, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. C'est donc signé Azali Ansoumani. Gouverner autrement, c'est sous ce signe que le chef de l'État place le premier mandat de la 4e République. Professeur Alpha Condé le dit, il le redit à chacune de ses prises de parole. Son ambition est de poursuivre et d'intensifier le développement de la Guinée et ce dans tous les secteurs. Gouverner autrement notre pays implique des défis mais aussi des changements. C'est une analyse de Ibrahima Khalil Diakité. Gouverner autrement, c'est à la fois une vision et un programme. Et venant du président de la République, le slogan prend tout son relief. Gouverner autrement, c'est l'annonce d'une rupture avec les pratiques anciennes. Le vœu du professeur Alpha Condé est de réhabiliter le respect de la loi et de l'ordre. Nul n'est censé ignorer la loi et nul ne saurait être au-dessus de la loi. L'ordre devrait s'imposer à l'anarchie. Ainsi, par exemple, dans l'exercice de sa fonction de régulation de la circulation routière, l'agent de police doit demeurer le seul maître. Nul trafic d'influence ne devrait être exercé contre son autorité, même pas de ceux qui sont tentés d'abuser des privilèges et autres attributs de l'État, véhicules officiels, sirènes, exhibitions de macarons ou laissez-passer, bref, tout ce spectacle d'anarchie qu'offre la circulation routière et qui n'honore personne. Gouverner autrement, c'est également un plaidoyer pour une administration au service de l'intérêt général, au service du citoyen. C'est la moralisation de la chose publique. Le commis de l'État est exhorté à faire preuve de responsabilité dans la gestion des affaires publiques. La redevabilité et l'exemplarité ne portent uniquement pas que sur la gestion des deniers publics. Ils concernent la qualité du service rendu à l'État, aux citoyens et à l'intégrité. La rupture d'avec les anciennes pratiques se jugera également à l'aune de la disponibilité des dépositaires de responsabilité d'informer, d'expliquer, de répondre aux questionnements de l'opinion chaque fois que cela sera nécessaire. Vous êtes en charge de la lune et des étoiles. Les citoyens attendent votre éclairage en cas d'éclipse de lune. Ils sont aussi à l'écoute quand les étoiles pâlissent. Les démocraties occidentales nous offrent l'exemple de grands commis de l'État faisant le siège des médias avant le lever du jour pour s'expliquer sur des questions d'intérêt public.
Gouverner autrement impliquera pour tous une nouvelle citoyenneté, les valeurs de civisme qui sont une conscience des droits et des devoirs, la civilité ou le respect des autres, le respect de l'espace et du bien public, ainsi que la solidarité. À travers le slogan « Gouverner autrement », le professeur Alpha Condé a fixé le cap du changement, à la fois pour le citoyen, à travers un contrat de nouvelle citoyenneté, que pour le commis de l'État, qui devrait intégrer que les hautes fonctions impliquent certes des grandeurs, mais il y a aussi les servitudes. Le président de la République qui a pris part ce lundi au 9e sommet de l'Alliance Smart Africa. Cette rencontre a mis l'occasion sur une participation effective de l'Afrique à la 4e révolution industrielle. Le point avec Ibrahima Keïta. À l'initiative du président rwandais Paul Kagame, l'Afrique se prépare pour être de plein pied dans la 4e révolution industrielle, d'où la naissance il y a quelques années de l'Alliance Smart Africa. Pour son 9e sommet tenu par visioconférence, les chefs d'État, membres de l'Alliance, ont renouvelé leur engagement à approfondir les transformations structurelles dans chaque pays pour permettre à l'Afrique d'atteindre les objectifs visés. Dans cette démarche, ils ont mis l'accent sur la Convention de Malabo sur la cybercriminalité. La Guinée, qualifiée de champion de l'interconnexion intra-africaine, et avec la création de l'Agence nationale de sécurité du système d'information, se positionne pour être au rendez-vous. La République de Guinée s'y engage résolument. C'est pourquoi nous avons lancé plusieurs réformes et innovations. Sur le plan légal et réglementaire, la ratification de la Convention de Malabo sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel, l'adoption de la loi sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, l'adoption de la loi sur l'électronique, l'adoption de la loi sur le développement du secteur postal. Sur le plan institutionnel, le renforcement de la confiance entre les régulateurs de télécommunications et les acteurs qui sont les opérateurs. La création de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mon pays a si justement été désigné champion de l'interconnexion intra-africaine. Sur ce projet, et grâce à l'étroite collaboration entre le secrétaire exécutif de notre alliance avec les partenaires ADS et Tata Communication, nous avons réalisé l'étude de faisabilité d'interconnexion de 24 pays de notre alliance, présenté l'approche et la planification des nœuds de réseau, réalisé l'interconnexion entre la Guinée et la Sierra Leone, entre la Guinée et le Mali. Il nous reste à réaliser l'étude de faisabilité d'interconnexion des 6 pays restants de notre alliance, identifier les prochains pays à connecter, harmoniser nos cadres réglementaires, trouver un accord entre les membres de Smart Africa sur le mode de gouvernance, l'architecture institutionnelle et sur la construction, la gestion et l'opération d'un réseau de fibres intra-africain avec un partenaire technique et financier. Chers membres, suite au report de notre sommet Transform africain initialement prévu à Conakry du 20-23 avril 2020 à cause de la pandémie mondiale de coronavirus, la Guinée s'engage résolument à tenir ce sommet à une date à convenue de commun accord lorsque la situation sanitaire de notre continent le permettra. C'est l'occasion pour moi de féliciter le secrétaire exécutif de notre alliance pour le travail déjà réalisé. Je puis vous assurer de l'engagement et de la disponibilité de mon pays à poursuivre et réaliser les différents projets de transformation digitale de notre continent pour le bien des citoyens. Nous devons constater que la jeunesse africaine n'est pas en retard par rapport à la jeunesse européenne et américaine, car beaucoup de nos jeunes ont fait des inventions exceptionnelles, ce qui veut dire que l'Afrique peut compter sur ses propres forces. Dans le cadre du coronavirus, par exemple, la Banque mondiale voulait nous commander en Corée du Sud le logiciel pour le suivi des contacts. Un jeune Guinéen a fabriqué ce logiciel en Guinée, c'est ce que nous utilisons. Donc, notre jeunesse est prête à être de plein pied dans la 4e révolution industrielle. Cela dépend de nous, des chefs d'État, à mettre à leur disposition les moyens
afin qu'ils soient en mesure réellement d'être les champions au niveau du monde. Nous devons faire confiance à notre jeunesse, à sa capacité de maîtriser les nouvelles technologies. Mais cela suppose que les chefs d'État s'engagent résolument dans le soutien et l'accompagnement de cette jeunesse. Cette 9e rencontre de l'Alliance Smart Africa a fait la situation du progrès réalisé et mettre l'accent sur le chemin à parcourir dans le cadre des réformes, des innovations et des modes de gouvernance. Déjà sur le continent et à l'image de la Guinée, les jeunes Africains ont prouvé qu'ils ont du talent. Et puis vers l'investiture du président de la République, c'est la rubrique que la rédaction du journal télévisé vient de lancer. Et c'est bien sûr dans la perspective de la prestation de serment du professeur Alpha Condé. Tout à l'heure, en fin du journal, nous recevrons le juriste Mamadi Troua Kaba. Il va parler de l'investiture, de la prestation de serment. Il va ensuite analyser le sens du serment et sa portée juridique. Dans l'actualité encore, l'ambassadeur de la Corée du Nord à Guinée était ce lundi chez le président de l'Assemblée nationale, coopération et développement économique. Voilà les sujets qui ont marqué la discussion. Les deux parties s'engagent à intensifier davantage leurs relations pour le bonheur des populations. Compte rendu, François Lama. Cette audience accordée à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée vient s'ajouter à la longue liste des entretiens du président de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Parlement guinéen et ceux des pays amis. Pour exprimer la chaleur félicitations sur que la 9e législative de l'Assemblée nationale de la République de Guinée on a créé. Et puis même avec l'élection présidentielle on a bien passé. Et on vient d'exprimer une félicitation au président de l'Assemblée nationale. On a expliqué au président que la situation actuelle de notre pays. L'entretien qui s'est déroulé en présence de certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, des présidents de commission mais aussi des conseillers, a été marqué par la volonté des deux peuples coréens et guinéens d'œuvrer à la dynamisation de la coopération interparlementaire mais aussi au développement économique profitable aux deux États. Ils ont passé en revue la longue histoire de coopération et d'amitié entre les deux gouvernements, les deux peuples guinéens et coréens, relations d'amitié qui datent de l'indépendance. Tous les présidents qui se sont succédés en République de Guinée, du premier président au professeur Alpha Condé, ont maintenu ces relations de coopération. Et le projet phare qui a caractérisé cette coopération bilatérale, c'est surtout le projet agricole de Kilissi, qui a été d'une très grande rentabilité. Un groupe d'amitié guinéo-coréen sera mis en place dans les prochains jours à l'Assemblée nationale pour renforcer cette relation interparlementaire. Une question à présent dans ce journal. Comment accompagner les jeunes et les femmes dans la mise en œuvre de leurs projets? La question est d'actualité à l'intérieur du pays. L'ambition est de promouvoir l'agriculture familiale et surtout faciliter l'accès au marché. Le comité de pilotage vient de définir un nouvel agenda à cet effet. Fodé Camara. À l'orée de la nouvelle année, le projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché dévoile son plan de travail et budget annuel 2021. Un plan de travail 2021 qui accompagne d'amont en aval les filières de la riziculture et du maraîchage dans 15 préfectures de la Haute et de la Moyenne Guinée. C'est d'abord les activités d'aménagement de périmètres, des périmètres rizicoles avec les bassins versants, mais aussi les activités de réhabilitation des pistes qui lient ces périmètres au marché et aussi la construction des marchés de mi-gros et gros. Dans l'agenda 2021 d'AgriFarm, autre enjeu, accompagner 2000 entreprises rurales de femmes et de jeunes sur la base des plans d'affaires. Nous avons insisté sur le fait qu'il n'y ait pas de superposition d'activités entre les projets, que ce soit du ministère de l'Agriculture ou d'autres départements, mais qu'il y ait une complémentarité et une synergie entre les différentes administrations publiques ou privées. Ce sont des plateformes multi-acteurs qui seront accompagnées. Il y en a 26 dans tout le projet
13 en Haute-Guinée, 13 en Moyenne-Guinée. Sur les 13 en Moyenne-Guinée que nous accompagnons, il y a 2 qui sont des marchés de demi-gros qui vont occuper chacun une superficie de plus de 4 hectares. Et les marchés de collecte, qui sont au nombre de 11, vont couvrir une superficie d'1 hectare à 2 hectares. Cet appui logistique d'une vingtaine de véhicules et 87 motos vise à faciliter la mobilité des partenaires. Au-delà de ce coup de pouce, le projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché en Haute et Moyenne-Guinée investit aussi dans le renforcement de capacités pour plus de productivité. Je le disais également au sommaire de ce journal, c'est parti pour les travaux de présentation du nouveau Code général des impôts. Le document apporte des innovations au code actuel et l'objectif est de rendre le climat des affaires beaucoup plus attractif en Guinée. Alia Kamara. En 1966, la Guinée s'est dotée d'un document appelé Code des contributions diverses. Il régit le secteur de l'administration fiscale, mais présente quelques défaillances qui seront corrigées lors des 2 réformes qui ont suivi. L'actuel code, lui, a été adopté en 2004 par l'Assemblée nationale. Le texte a fait son temps, mais a besoin d'être réactualisé. À l'avènement de la Troisième République, la Guinée décide de lancer une fiscalité de développement. La mobilisation des ressources est directement orientée vers la promotion de la croissance économique et sociale. Aujourd'hui, la nécessité de réformer ce code vieux de 16 ans et de l'adapter aux réalités actuelles est plus que crucial. Depuis 2004, dans toutes les lois des finances, il est inclus des options de fiscalité. C'est-à-dire à travers la loi des finances, on complète le code général des impôts. Ce qui fait que chaque année, il y avait de nouveaux amendements. Maintenant, on a refondu totalement, on a réécrit le code général des impôts pour mieux l'adapter, au lieu de faire chaque année le faire par une loi de finances initiale ou une loi de finances rectificative. Le nouveau texte actuellement proposé présente des avantages. Il permet par exemple de supprimer l'impôt général sur le revenu. Beaucoup d'autres points viennent compléter la liste. C'est un code simplifié, avec une transparence absolue et une facilité qu'on a accordée aux contribuables. Ensuite, on va profiter des nouvelles technologies, des pratiques internationales pour mettre notre économie et nos contribuables aux mêmes normes. Je tiens à préciser ici que le président de la République m'a instruit de soumettre ce code à la validation, à un atelier de validation avant sa soumission au Conseil des ministres. Après ces travaux, le document adopté sera présenté en Conseil des ministres afin d'être validé avant de se retrouver sur la table de l'Assemblée nationale pour adoption. Et pendant ce temps, plus de 100 femmes sont formées grâce à l'Office national de formation et de perfectionnement, un projet porté par le chef de l'État et qui vise cette fois les femmes de Sanoya Plateau dans la préfecture de Dubreka. Plusieurs activités comme la saponification ont été enseignées aux bénéficiaires. Moussa Komara. En attendant de trouver un premier emploi, Angèle Kamano, infirmière d'État, et ses camarades apprennent la saponification améliorée pour se prendre en charge. En 10 jours, les techniques sont assimilées et plus de 200 cartons de savon sont produits ici au quartier Sanoya, Plateau Rail. Je ne suis pas encore employée, mais avec la fabrication de savon, c'est un atout pour moi. C'est un atout pour toutes les femmes du kilomètre Sanoya. Je ne peux plus marcher derrière les gens pour commander parce que le métier me plaît. Cette formation qui a touché 124 femmes est une première dans cette banlieue de la commune urbaine de Dubreka. Pour les initiateurs de la campagne, ce coup d'essai ouvre la voie à un vaste projet d'autonomisation féminine. Nous avons fait un diagnostic socio-professionnel qui révèle que ces femmes vivent pour la plupart dans la précarité. Et le cachet particulier, c'est qu'il fallait leur apporter une activité génératrice de revenus et les former dans cette activité pour qu'au sortir de la formation, elles puissent pérenniser l'activité. Ces femmes sont dotées d'équipements de fabrication de toute catégorie de savons.
L'objectif étant de leur permettre de générer des revenus et améliorer leurs conditions de vie. Le programme est fait de cette sorte qu'après l'apprentissage aux activités génératrices de revenus, l'apprentissage à la gestion des groupements productifs, nous passons à la gestion, à mieux gérer leur entreprise, mais à leur niveau rural. L'opération s'inscrit dans le programme d'autonomisation des femmes initié par le président de la République. La prochaine étape va être la formation en alphabétisation fonctionnelle et en gestion simplifiée. Et puis, dans la nuit du samedi à dimanche, un jeune victime d'accident de circulation a été admis à l'hôpital Yansdine. Malheureusement, le patient a succombé dans des circonstances non encore élucidées. Une enquête est ouverte par la structure hospitalière et par le ministère de la Santé. En attendant les résultats, les principaux mis en cause sont suspendus de leurs fonctions. Des explications avec Dr Mohamed Awada, il est le directeur de l'hôpital Yansdine. J'ai été contacté le samedi, effectivement, la nuit. J'ai appelé mes services compétents. Effectivement, ils ont reçu le patient. C'était un patient qui a un trauma crânien avec perte de substances, ce qui veut dire que le cas était vraiment sérieux. C'est des substances cérébrales qui se détachaient. Mais la protection civile les accuse d'avoir retardé la prise en charge de ce patient. Le patient était presque mourant dans ce tableau et il est mort s'en est suivi. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mener les enquêtes. Et à la fin des enquêtes, nous allons prendre les décisions qu'il faut. Mais en attendant, nous avons pris la sage décision de suspendre les intéressés. Il s'agit de Dr Dabo Mamoudou, Dr Kamara Ibrahima, Dr Diawara Albert, Dr Bari Sakoba et Dr Bari Ila, qui sont suspendus jusqu'à ce que les enquêtes prennent fin. C'est quand même des comportements, si ça s'avérait juste, des comportements désobligeants, qui ternissent, si vous voulez, l'image de marque de la médecine qui est un sacerdoce. Nous présentons des condoléances à la famille. Vous savez, les médecins n'ont pas l'obligation de résultats, ils ont l'obligation de moyens. Les moyens sont mis à leur disposition. Je pense que s'il y a des petites erreurs, nous allons les corriger. Des propos recueillis par ça Amara Tolno. Alors maintenant, à Dabola, pour parler des efforts des fils de la localité en faveur des femmes et des enfants. Ils viennent de mettre à disposition des kits pour près de 4000 personnes en situation difficile. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et à lutter contre la précarité. Abdullah Karim Kamara pour des explications. À l'hôpital préfectoral de Dabola, la présence de ces colis constitue une offensive de charme. Ce groupe d'hommes apporte des kits pour bébés et nourrices dans les salles du service de la maternité. C'est un geste du tandem Fédération d'Enkadi Child Fund. En tout, 150 bébés et nourrices sont bénéficiaires de ces kits. Il faut encourager les femmes, puisqu'il faut toujours soutenir les femmes. C'est les mères des enfants, ce sont eux qui prennent le plus souvent en charge des enfants. Si maintenant il y a les projets qui pensent à eux à tout moment, ça les encourage aussi. En plus de l'hôpital, certains quartiers, districts et communes rurales de Dabola sont concernés par cette campagne. 1829 enfants parrainés issus des ménages vulnérables reçoivent eux aussi des kits hygiéniques. Autres bénéficiaires, cette fois-ci en kit préfabriqué, ce sont les enfants déscolarisés mais qui sont appuyés dans l'apprentissage de certains métiers. Oui, après l'identification, il y a une mission de vérification qui a été sur le terrain, qui a pris un échantillon de personnes pour aller voir réellement si les personnes identifiées à travers leur numéro, pour aller voir si ce sont effectivement ces personnes qui ont été identifiées. Cela contribue réellement à accompagner les plus démunis et les plus pauvres à travers ces gestes comme ça. Ce sont des gestes comme ça que la Fédération d'Enkadi a eu à réaliser à Dabola et qui vraiment accompagne nous les autorités, la commune, qui a assoupli quand même nos problèmes sur le terrain. Sur le terrain, les opérations vont durer 10 jours et au bout du compte, plus de 3900 individus seront touchés par la distribution de kits. Pour cette première phase,
Les zones d'intervention sont Dabola, Erema Kono, Fadama, Arfa Moussaya, Fela Amdalay, Kalela et Kankama. Et comme annoncé en début du journal, voici, mesdames et messieurs, notre rubrique vers l'investiture du président de la République. Et nous recevons ce soir le juriste Mamadi Trouakaba. Il nous parle de l'investiture, de la prestation de serment, du sens du serment et de sa portée juridique. L'investiture, c'est l'acte ou le formalisme par lequel l'investi ou l'élu entre en fonction. Vous verrez que ce formalisme dépend des États, elle varie selon les États. Mais globalement, parler d'une investiture, c'est parler d'un ensemble d'événements, d'un ensemble d'étapes, parmi lesquelles il y a forcément et obligatoirement la prestation de serment, parce que les lois définissent cette prestation comme une déclaration, comme un engagement ou comme une promesse solennelle que l'investi prend vis-à-vis de ses mandants, le mandant qui est le peuple. Et donc, dans le cas guinéen, cette prestation de serment est une obligation constitutionnelle. En plus de la prestation de serment, vous avez des discours officiels, qui est aussi une autre étape dans la procédure d'investiture. Il y a aussi la remise des insignes à l'élu, à l'investi. C'est-à-dire qu'il est élu président de la République, il doit donc par conséquent recevoir ces insignes de la République. Il y a aussi l'installation même dans les fonctions, qu'on aurait appelé autrement la passation du pouvoir. Avant l'installation de l'élu dans ses fonctions, il est une nécessité constitutionnelle en Guinée que l'élu prête serment. Alors c'est dire que chaque thème ou chaque élément de ce serment a son sens, a sa portée. Quand vous prenez le premier alinéa qui dit que le président de la République doit, avant d'entrer en fonction, prêter serment devant la Cour constitutionnelle, en ces termes, ça veut dire que c'est un impératif, parce que le mot doit a tout son sens, ce n'est plus une faculté pour celui qui est élu par le peuple de prêter serment, ça devient un impératif constitutionnel. Il doit donc prêter serment devant quelle institution? Devant la Cour constitutionnelle. Et les termes du serment sont indiqués dans le deuxième alinéa du même article 48 de la Constitution. Alors, ce deuxième alinéa, vous verrez que ça commence par personnaliser le serment. Parce qu'on dit moi, le nom et prénom, donc de l'élu, de celui qui doit être investi, de celui qui doit être installé dans ses fonctions, son nom et son prénom, et élu conformément à la Constitution. Cela voudrait dire que toute autre forme de prise de pouvoir, autre que celle qui est prévue dans la Constitution, est illégale. Ensuite, je jure devant le peuple de Guinée. Jurer devant le peuple de Guinée, pourquoi? Parce que c'est le peuple qui a donné mandat. Donc le peuple est le mandant, l'investi ou l'élu est le mandataire. Il a donc reçu un mandat. Et vous verrez que dans l'article 2 de notre Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants ou par voie de référendum. Donc c'est le peuple qui est souverain, mais cette souveraineté du peuple est exercée par la voix des représentants. Et l'un de ces représentants, c'est bien le président de la République qui est élu. Et donc cet élu doit jurer devant ce mandant qui est le peuple. Et ensuite, il jure sur son honneur. Ça veut donc dire qu'il engage sa personne sur des engagements qui doivent être pris. Et ces engagements, c'est d'abord de respecter lui-même. Ensuite, il doit faire respecter les dispositions de la Constitution et de manière scrupuleuse. Et ensuite, il doit respecter et faire respecter les lois de la République, mais aussi les décisions de justice. Ensuite, il prend l'engagement de défendre
les institutions constitutionnelles. Donc la défense de toutes les institutions constitutionnelles devient un engagement que l'élu a pris devant le peuple qui lui a mandaté. Il s'engage aussi à défendre l'intégrité du territoire. Et à la fin du serment, il est dit, en cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Vous voyez que le serment est personnalisé parce que c'est le jeu qui est dit là. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée, où que vous soyez en compagnie des programmes de la télévision nationale.